Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On continue donc notre avancée dans le module BDD et après l'introduction qu'on a faite dans la dernière vidéo, on passe maintenant au premier chapitre qui concerne le modèle relationnel. Je vous laisserai dans la description toutes les ressources et supports de cours que j'ai utilisés, et notamment celui de Lusto qui est proposé par Madame Kteloussi que j'ai essentiellement utilisé comme référence dans l'élaboration du plan de cette vidéo. Je vous ai également mis au fur et à mesure qu'on avancera dans la vidéo quelques exercices, donc n'hésitez pas à m'envoyer par email vos solutions que je corrigerai bien évidemment. On commence maintenant et j'essaierai d'être aussi clair que possible et surtout le plus important c'est de maintenir un fil conducteur afin de pouvoir vous situer par rapport à toutes ces nouvelles notions. Donc on commence par un petit rappel historique car on ne peut pas parler du modèle relationnel sans citer un certain Edgar Frank Codd, étant donné qu'il est à l'origine de ce modèle et qu'on désigne également comme étant le père des bases de données relationnelles. Donc tout a commencé vers la fin des années 60 où où il avait commencé des recherches sur une manière qui permettrait d'optimiser la gestion des données, des grandes quantités de données plutôt, en se basant sur la puissance des mathématiques. Ces recherches ont porté leurs fruits car en 70, il a fini par publier un article proposant les bases de ce modèle relationnel. Mais à cette époque-là, cette proposition n'a pas eu un grand retour, ce qui ne l'a pas découragé. Au contraire, il a poursuivi ses recherches jusqu'à proposer le premier prototype d'un SGBD relationnel au sein des laboratoires d'IBM. Ça, c'était en 1980. J'ai oublié de faire apparaître la barre chronologique, pardon. Donc ça, c'était en 1980. Donc, et depuis, cette technologie a largement été adoptée jusqu'à ce que le SQL soit standardisé en 1987. Pardon. Très bien. Donc maintenant, il serait intéressant de définir qu'est-ce qu'un modèle relationnel. Là, pour le coup, j'ai choisi de reprendre la définition de l'auteur lui-même, qu'il a publié à travers son article. Donc la définition est la suivante. Étant donné les ensembles S1, S2 jusqu'à Sn, R est une relation sur ces n ensembles s'il s'agit d'un ensemble de n tuples dont chacun a son premier élément à partir de S1, son deuxième élément à partir de S2 et ainsi de suite. Donc à partir de là, on comprend qu'il y a une certaine notion de structure au sein des données. Chaque ensemble étant lié à un domaine, nous appelons SJ le jème domaine de R. Toujours dans la même définition, pour des raisons de présentation, nous aurons fréquemment recours à des représentations des relations sous forme de tableau, dans lequel une relation NR-R a les propriétés suivantes. Chaque ligne représente un tuple de R. L'ordre des lignes n'est pas important. Toutes les lignes sont distinctes. L'ordre des colonnes est significatif et enfin, la signification de chaque colonne est véhiculée et par l'étiquetage et par le nom du domaine correspondant. Euh, donc là, voilà un exemple d'une relation personne. Notre relation est composée de trois attributs, le numéro de sécurité sociale, le nom et le prénom. Donc à noter que le nom d'un attribut doit être significatif afin de se faciliter la tâche plus tard. Chaque attribut est lié à un domaine, pardon. C'est ce domaine-là qui va définir son type. Pour le numéro de sécurité sociale, c'est un entier. Le nom et le prénom, ce sont des chaînes de caractères. Voilà, donc voilà, une relation, par définition, une relation, c'est un sous-ensemble du produit cartésien de plusieurs domaines. Ce qui est le cas pour notre relation personne qui est composée de trois domaines. On a également les tuples, qu'on peut également appeler les lignes. Ça représente en fait des faits de cette relation.
Donc là, pour le coup, on a deux faits. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nom un, prénom un, c'est un fait. Donc pour le schéma relationnel, c'est simplement le nom de la relation suivi de la liste des attributs, donc personne, numéro de sécurité sociale, nom et prénom. Et enfin, une base de données relationnelle est définie par l'ensemble des schémas des relations qui la composent. Voilà, donc pour ce qui est des cinq propriétés qu'on a vues dans le slide précédent, j'ai pas voulu les détailler davantage. J'ai plutôt préféré temporiser afin de voir l'exemple. Donc voilà, pour ce qui est des cinq relations là, on peut les vérifier. Voilà. Donc une ligne est bel et bien un tube de R. C'est clair que l'ordre des lignes n'est pas important dans la sémantique de nos données. Donc on peut inverser ces deux lignes, ça va nullement impacter sur la sémantique de nos données. Contrairement à l'ordre des colonnes que toutes les lignes ou bien tous les tuples doivent respecter. Toutes les lignes pardon, sont distinctes, car c'est pas possible de trouver dans un modèle relationnel deux lignes qui sont quasiment identiques. Et enfin, chaque ligne, ou plutôt chaque colonne, est représentée par un nom, tel que le numéro de sécurité sociale, nom et prénom, ainsi que le domaine qui spécifie son type. Parfait. Pardon. Donc maintenant, pour avoir un schéma relationnel, il y a deux façons de faire. Soit en faisant directement la conception relationnelle à partir du besoin, ou bien en faisant notre conception entité-association, puis transformer ce modèle entité-association en un modèle relationnel. Donc on va aborder cette deuxième possibilité. Et partons du principe qu'on a déjà un modèle entité-association. Pour faire, ou bien pour transformer, ou bien pour passer de ce modèle-là à un modèle relationnel, il y a quelques transformations à faire qui sont très simples. On commencera par la première. Pour, pour ce qui est de cette première règle, on a chaque entité est transformée en une relation. Toutes les propriétés de cette entité seront également transformées en attributs de la relation et la clé primaire sera également une clé primaire de la relation créée. Là, c'est clair. Donc, pour la deuxième relation, voilà, on a cet exemple. Toute association binaire de type étoile 1, d'un côté étoile 1 et de l'autre côté étoile n. Donc, on a comme cardinalité d'un côté le maximum qui est à 1 et de l'autre côté le maximum qui est à n. Donc, pour ce type d'association, cette association-là, qui dans ce cas, c'est l'association affectée, elle va plutôt disparaître et on va dupliquer l'identifiant de l'entité du côté n. En l'occurrence, le numéro D, le numéro de département dans cet exemple, on va dupliquer cette clé-là dans la relation personne, qui sera comme, qui sera une clé étrangère. Voilà. Donc au final, on aura ces deux relations, étudiant, numéro étudiant, nom étudiant, prénom étudiant, ainsi que le numéro de département, voilà, qui est... Donc pour la relation département, il n'y a aucune modification à faire. On garde les deux attributs et la clé est maintenue. Voilà, donc on passe maintenant à la troisième règle. Toute association binaire de type étoile n, des deux côtés on a le n, devient une table ayant comme clé le couple composé par les deux clés des deux tables ou bien des deux entités issues de cette association. Donc en gros, on aura, en suivant la première règle, on aura chaque entité qui sera transformée en une relation. Voilà, donc maintenant, en suivant la troisième règle, on aura également comme relation la relation notée qui sera composée, ou bien qui aura comme clé le couple des deux clés ayant participé à cette euh, association
le numéro étudiant et le code matière, ainsi que la moyenne. Donc même si on n'avait pas l'attribut moyenne, on aurait eu la relation notée qui aurait eu plutôt que deux attributs, numéro étudiant et code matière. Enfin, pour la quatrième et dernière règle, dans une association à trois participants ou plus, l'association va également être transformée en une règle et la clé de cette association sera composée des clés de toutes les associations qui participent, des clés de toutes les entités, pardon, qui participent à cette association. Donc au final, on aura, mis à part les trois entités qui seront transformées en des relations, on aura également la relation pratiquée, pardon, qui aura comme attribut et en même temps comme clé numéro étudiant, numéro sport, pardon, et euh, numéro club. Voilà, donc là, pour ces trois règles, elles sont très simples. Il suffit de les comprendre et de mémoriser le principe afin d'éviter des erreurs bêtes dans la transformation de vos modèles et qui va vraiment impacter sur la qualité de vos schémas, des schémas que vous allez faire par la suite. Donc voilà, maintenant, avant de passer à, avant d'avancer et passer à autre chose, on va conclure par, par quelques exemples que je vous ai mis. Voilà, vous pouvez faire une capture d'écran et essayer de transformer ces modèles entité-association en des modèles relationnels. Voilà, et on a trois. Maintenant qu'on a notre modèle relationnel, on passe à un point qui est très important. Il s'agit de la normalisation. En fait, j'insiste sur l'importance de cette théorie de normalisation car elle est destinée à concevoir de bons schémas relationnels sans redondance d'informations et sans risque d'anomalie lors des mises à jour. Voilà d'où son importance. Donc cette théorie-là est fondée sur deux concepts principaux qui sont les suivants, les dépendances fonctionnelles qui permettent de traduire des contraintes sur les données et elle est également basée sur les formes normales, pardon, qui permettent de définir des relations bien conçues. Donc on va détailler ces deux points. On commencera par les dépendances fonctionnelles. Donc par définition, soit R la relation R ou bien le schéma relationnel R qui est composé des ensembles A1, A2 jusqu'à AN et soit X et Y des sous-ensembles de A1, A2 jusqu'à AN. On dit que X détermine Y ou bien Y dépend fonctionnellement de X si pour toute occurrence de X on ne peut lui associer qu'une seule occurrence de Y. Donc soit l'exemple suivant, on a la relation R par exemple qui est composée de quatre attributs A, B, C et D. Donc, et soit les dépendances fonctionnelles potentielles qu'on va vérifier tout de suite. Donc, on commencera par la première. Que- donc, pour vérifier si une dépendance fonctionnelle est correcte ou pas, on va vérifier plutôt pour chaque valeur distincte de A si, si, si les valeurs qui lui sont associées au niveau de B sont uniques ou bien sont différentes. Donc on commencera par A1. Donc j'espère que le curseur est affiché. Voilà, je l'ai activé spécialement pour cette partie du cours. Donc on a A1, B1, A1, B1. Voilà, donc pour A1 c'est bon. On a A2, B2, A2, B2. C'est aussi bon jusqu'à présent. Jusqu'à là. Donc on a A3, B1, c'est bon, et A4, B3. Donc voilà, cette dépendance fonctionnelle vérifie
la définition qu'on a lue précédemment et on peut dire que c'est une dépendance fonctionnelle. C'est correct. Donc pour la deuxième, on a A1, C1 et on a A1, C3. Là, donc pour une seule valeur de A qui est A1, on a deux valeurs de C. C1 et C3. Donc on peut directement déduire que cette dépendance fonctionnelle est fausse. Car il suffit de détecter un seul contre-exemple pour, pour faire, pour faire cette déduction. Voilà, donc ainsi de suite. Vous pouvez vérifier, vous, pour toutes ces dépendances fonctionnelles, si ces dépendances fonctionnelles sont correctes ou pas. Voilà. Donc il est aussi important de signaler qu'une dépendance fonctionnelle, c'est une insertion sur toutes les valeurs possibles et non pas seulement sur des valeurs actuelles ou bien sur un exemple. Donc en réalité, lorsqu'on manipule une base de données, la seule manière qu'on a pour déterminer des dépendances fonctionnelles entre attributs, c'est simplement de regarder soigneusement la définition de chaque attribut, ou bien la signification de chaque attribut, ce qui va nous permettre de trouver des contraintes et des liens qui existent entre ces attributs. Voilà, il n'y a pas d'autre méthode. Donc, on a une dépendance fonctionnelle peut être élémentaire si elle vérifie trois conditions. Donc, partons de la dépendance x dépend euh, détermine fonctionnellement A. Donc, cette dépendance fonctionnelle est élémentaire si A est un attribut unique, s'il n'est pas inclus dans X et s'il n'existe pas de X' inclus dans X tel que X' détermine A. Donc, on va prendre quelques exemples. Pour la première dépendance fonctionnelle, on a le nom, le prénom et le lieu de naissance. Ces trois attributs, ils déterminent fonctionnellement le prénom. Donc, on vérifie. Voilà, pour la première condition, ça vérifie la première condition car le prénom est unique. Donc, pour la deuxième, on a le prénom, il n'est pas inclus dans la partie gauche, donc c'est bon là aussi. Et enfin, s'il n'existe pas de X' inclus dans X tel que X' détermine A, là aussi, c'est bon car on ne peut pas déterminer un prénom à partir du nom car on, on peut trouver des mots, enfin des noms similaires, mais c'est pas pour autant que les prénoms sont similaires, donc ils sont différents. À partir de la date de naissance, pardon, on peut pas, te- on peut pas trouver le prénom, et ni à partir du lieu de naissance. Donc là, cette première dépendance fonctionnelle vérifie les trois conditions et on peut dire qu'elle est élémentaire. Pour la deuxième, on a AB détermine fonctionnellement A. Donc pour la première condition, elle la vérifie car le A est unique. Pour la deuxième, là, elle vérifie pas la deuxième condition car le A est inclus dans le AB. Donc là, on peut dire qu'elle n'est pas élémentaire. Donc pour la troisième, AB détermine fonctionnellement CB. Donc là, elle ne vérifie pas la première condition car c'est pas un attribut unique, qu'il est composé de deux attributs, on a C et B. Donc là, c'est pas élémentaire. Et enfin, pour la dernière, elle n'est pas non plus élémentaire car on a nom et prénom. Donc c'est pas un attribut unique. Voilà. Donc à partir de là, des propriétés ont été établies, ce qu'on appelle par les axiomes d'Armstrong. Il existe trois règles d'inférence qui sont les suivantes. On a la réflexivité. Donc si y est inclus dans x, donc on peut à partir de x, on peut déterminer fonctionnellement y. Donc si par exemple on connaît le nom, le prénom et le numéro d'une personne, on peut déterminer à partir de ça son nom. Voilà, donc elle est simple. Pour la deuxième,
ou bien pour le deuxième axiome, on a l'augmentation. Donc, si x détermine fonctionnellement y, alors on peut ajouter le même ensemble de dépendances de chaque côté de la dépendance fonctionnelle. Cette nouvelle dépendance fonctionnelle sera également valide. Donc, si x détermine fonctionnellement y, alors xz plutôt détermine yz, par exemple. Pour la troisième, ou bien pour le troisième axiome, on a la transitivité. Donc si x détermine y et y détermine z, alors x détermine z. Là aussi c'est clair. Donc à partir de ces trois axiomes d'Armstrong, on peut déduire trois autres et qui sont les suivants. On a la pseudo-transitivité. Donc cette propriété a été déduite de l'augmentation et de la réflexivité. On peut dérouler ça à travers, enfin, à travers cette démonstration. Donc on a comme données de base, on a x détermine y et wy détermine z. Donc à partir de ces deux dépendances fonctionnelles de base, on peut augmenter la première dépendance x détermine y pour avoir wx détermine wy. Donc à partir de là, en utilisant la transitivité entre ces deux dépendances fonctionnelles, on aura le wx détermine wy et wy détermine wz, celle qu'on a eu comme donnée de base. Donc du coup, on a le wx qui détermine le z. Voilà donc pour la pseudo-transitivité. On a également l'union. Cette propriété, elle a également été déduite à partir des axiomes d'Armstrong et notamment à partir de la réflexivité, de l'augmentation et de la transitivité. On va le vérifier. Donc comme donnée de base, on a x détermine y et x détermine z. Et on veut arriver à la dépendance x détermine y z. Donc partant de là, on peut en premier lieu euh, appliquer la réflexivité sur x, sur la dépendance x détermine, euh, enfin sur le x. Donc en suivant la réflexivité, x il détermine fonctionnellement xx vu qu'il est inclus dans cet ensemble. Voilà donc, selon la réflexivité. Donc on peut par la suite appliquer l'augmentation sur la dépendance x détermine z pour avoir xx détermine fonctionnellement xy. Donc et là, en appliquant la transitivité entre ces deux dépendances qui sont en jaune, et là j'espère que le curseur est affiché, donc on aura détermine xx et xx détermine xz, donc par transitivité on a x détermine xz. Voilà. Donc par augmentation, on peut également arriver à la dépendance fonctionnelle yx détermine yz en appliquant l'augmentation sur x détermine z sur la donnée initiale. Voilà, donc à partir de là, on peut appliquer une nouvelle fois la transitivité, je ne l'ai pas noté là, mais bon, on a x détermine xy et xy détermine xz. Donc x détermine yz. Voilà. Donc c'est en pratiquant que vous allez vous familiariser tout simplement avec, avec ces actions. Donc ils sont très importants. Donc enfin, on a comme dernière action la décomposition. Donc cette propriété-là, elle est déduite de la réflexivité et de la transitivité. Donc on a si x détermine yz, alors x détermine z et x détermine y. Pardon. J'ai la tout sèche, pardon.
Je m'excuse. Donc, partons de notre dépendance fonctionnelle de base. On a x détermine y, z. Donc, si on applique la réflexivité, donc du moment que x, enfin, du moment que z est inclus dans y, z, et du moment que y est inclus dans y, z, on peut avoir les deux dépendances fonctionnelles suivantes. Y, z détermine z et y, z détermine y. Voilà. Donc à partir de ces deux dépendances, voilà, donc, pardon, je me suis perdu, x détermine. Voilà, donc en appliquant la transitivité, à partir de la première de la dépendance de base, on a détermine yz et yz détermine z. Donc par transitivité, on aura x détermine z. Et de la même manière, on peut avoir x détermine y en passant par la transitivité entre la dépendance fonctionnelle initiale et celle qu'on a obtenue, la deuxième qu'on a obtenue par réflexivité. Voilà. Donc là aussi, avant de passer à autre chose, je vous ai mis quelques exemples. Donc je vous conseille vivement d'essayer de pratiquer. Non, je vous ai mis que qu'un seul exemple, enfin que deux exemples. Voilà. Donc je vous conseille vivement de pratiquer, d'essayer de faire le maximum d'exercices afin vous familiariser avec toutes ces notions. Voilà, c'est pas sorcier. Donc, autre propriété sur les dépendances fonctionnelles, on a la fermeture transitive. Qu'est-ce qu'une fermeture transitive? Donc par définition, pardon, je disais par définition, on appelle fermeture transitive qu'on note f plus d'un ensemble f. C'est l'ensemble des dépendances fonctionnelles élémentaires euh, de f enrichi de toutes les dépendances fonctionnelles élémentaires déduites par transitivité. Donc si on prend l'exemple suivant, soit f qui est un ensemble de dépendances fonctionnelles élémentaires qui sont les suivantes. A détermine B, B détermine C, B détermine D et A détermine E. La fermeture transitive de f est f plus, tel que f plus est égal à f union, on rajoute deux dépendances fonctionnelles élémentaires. Pourquoi le AC et pourquoi le AD? Car ce sont des dépendances fonctionnelles élémentaires qui ont transitives qui ont été déduites à partir de l'ensemble F. Donc on a A détermine B et B détermine C et du coup le A il détermine fonctionnellement le C. Pareil pour le AD, on a A détermine B et B détermine D, donc A détermine fonctionnellement D. Donc au final, on aura toutes ces dépendances fonctionnelles élémentaires pour former la fermeture transitive. Donc maintenant, on passe à la couverture minimale. Donc la couverture minimale d'un ensemble de dépendances fonctionnelles élémentaires est un sous-ensemble minimum de dépendances fonctionnelles élémentaires permettant de générer toutes les autres dépendances fonctionnelles élémentaires. Donc autrement dit, à partir dans une couverture minimale, à partir de n'importe quel élément, on peut atteindre tous les autres éléments. Voilà, en gros. Autrement dit. Donc, aucune dépendance de f ne doit être redondante. Donc, on va vérifier ça avec cet exemple. Donc, on peut schématiser nos dépendances fonctionnelles. Ça serait plus simple à voir. Donc, on a le A qui détermine C,
A qui détermine le B et le B qui détermine le C. Et enfin le C qui détermine le B. Donc voilà. Donc à partir de là, on peut, on peut déduire deux couvertures minimales. Donc on peut trouver plusieurs couvertures minimales. Donc la première couverture minimale, on- c'est en enlevant la dépendance fonctionnelle A détermine B car, pardon, car à vrai dire cette dépendance-là, le A, il peut, à partir de A, on peut arriver au B via le C. Donc on a A, il détermine le C et le C, il détermine le B. Donc à partir du A, on peut déterminer le B par transitivité. Donc là, pour le coup, le AB, on l'enlève. Donc pour le reste, ça sera notre couverture minimale. Ou sinon, on peut enlever la dépendance fonctionnelle élémentaire A détermine C. Car c'est pareil là aussi. Donc à partir du A, on peut, le A il détermine le B détermine C. Donc par transitivité, on peut avoir le A qui détermine le C. Et du coup, on enlève cette dépendance-là. Voilà. Donc, dernier point à voir avant de terminer avec les dépendances fonctionnelles, c'est les clés primaires. Donc, pour ce qui est des étudiants de mon groupe, le groupe 5, c'est sûr que qu'en avançant dans les TP, vous avez, enfin, il y a certaines notions que vous avez déjà acquises. Donc, pour ce cours-là, je le fais de façon à ce que, enfin, je suis un avancement normal. Donc, pour toutes ces notions-là, elles devraient être faites avant que vous fassiez vos TP. Voilà. Bref, donc pour ce dernier point, là, il s'agit de la clé primaire. Voilà. Donc, voilà. Donc, par définition, pardon, je vérifie un truc. Donc, par définition, on a la relation R qui est composée des ensembles A1, A2 jusqu'à AN et K, un sous-ensemble de A1, A2 jusqu'à AN. K est une clé de R si et seulement si à partir du A, on peut atteindre tous les autres ensembles. Donc K, on peut déterminer tous les autres ensembles. Voilà. Et comme deuxième condition, s'il n'existe pas de X inclus dans K tel que X détermine tous les autres ensembles, car sinon, ça serait ce X-là qui serait la clé primaire de cette relation. Donc, voilà, donc en d'autres termes, une clé, ou bien une clé primaire, c'est donc un ensemble minimum, hein, j'insiste sur le minimum, d'attributs d'une relation qui détermine tous les autres. Voilà. Voilà, donc il y a également la notion de clé candidate, car dans une relation, on peut avoir plusieurs clés candidates qui vérifient ces deux conditions. Donc dans ce cas, on serait obligé d'en choisir une parmi ces clés. Donc ce que vous devez également garder en tête, toute relation doit impérativement disposer d'une clé. Donc il n'y a pas une relation. On ne peut pas trouver dans le modèle relationnel une relation qui n'a pas de clé. Donc si dans une relation quelconque, on on n'a aucune clé candidate, donc on n'a pas trouvé de clé potentielle ou bien candidate. Donc pour cette relation-là, sa clé sera composée de tous ses attributs. Donc ce type de relation est appelé toute clé, la relation toute clé. Voilà, maintenant je pense qu'on a fait le tour de toutes les propriétés relatives aux dépendances fonctionnelles. Donc on passe maintenant aux formes normales. Qu'est-ce qu'une forme normale? On en a déjà parlé dans un des slides précédents et plus précisément lorsque j'avais introduit la normalisation. Donc, les formes normales, c'est des stades ou bien c'est différents stades de qualité qui permettent d'éviter la redondance dans une base de données relationnelle.
Pourquoi? C'est pour éviter ou bien pour limiter les pertes de données, les incohérences au sein d'une base de données et de manière générale toute forme d'anomalie. Ce passage entre les formes normales se fait via des décompositions du schéma relationnel, mais surtout en évitant de perdre de l'information. Ça, c'est très important et c'est à retenir. Donc, au total, il existe six formes normales avec une hiérarchie telle qu'une forme, plutôt une relation en sixième forme normale et forcément en cinquième forme normale. Une relation en cinquième forme normale et forcément en quatrième forme normale, etc. Donc, mais dans ce cours-là, on va se limiter à la première, la deuxième et la troisième forme normale, car dans la réalité, c'est la troisième forme normale est généralement reconnue comme étant la plus importante à respecter. Donc, commençons par la première forme normale. Une relation est en première forme normale si elle possède au moins une clé et si tous ses attributs sont atomiques. C'est-à-dire si ces attributs contiennent, enfin au niveau des valeurs de ces attributs, il y a il y a qu'un champ possible. Vous allez le voir à travers notre exemple. Donc, prenons l'exemple de cette relation-là, élève qui est composée de quatre attributs. On a le nom, le numéro plutôt de l'élève, le nom, le prénom et la liste des notes. Là, vous remarquez que l'attribut liste note est composé d'une liste et non pas d'une seule valeur. Donc, on a 15, 16, 14, 18. Là, cet attribut-là n'est pas atomique. Donc, euh, la solution serait de décomposer ce schéma-là en un autre schéma, pardon, qui serait composé de deux relations. On aura la relation élève, qui aura comme attribut le nom, le numéro d'élève, qui est également la clé, le nom et le prénom, et la relation note, qui aura comme clé le numéro de l'élève, et qui aura, pardon, comme attribut matière et note. Donc au final, on aura ce schéma-là. Donc j'ai pris l'exemple du premier étudiant, là, identifié par 28. Donc au lieu d'avoir toutes ces notes au sein d'un seul attribut, 15, 16, 14, 18, via la décomposition, on a eu ce schéma-là. Voilà. Donc, pour la deuxième forme normale, une relation est en deuxième forme normale si, de un elle est en première forme normale. Là, il y a la hiérarchie dont on a parlé. Donc, une relation est en deuxième forme normale si elle est, de un en première forme normale et si tout attribut n'appartenant pas à la clé ne dépend pas d'une partie de la clé. Voilà, c'est-à-dire que toutes les dépendances fonctionnelles issues d'une clé sont élémentaires. Voilà. Donc maintenant, on va prendre un exemple de la relation commande. On a date, nom, numéro client, pardon, j'ai trop parlé. Voilà, donc on a la date, le nom, le numéro du client, le numéro du produit, la quantité et le prix unitaire. Donc si on analyse tout ça, donc là, pour cette relation, c'est clair qu'elle est en première forme normale, car de un on a une clé, bon, elle est encore composée de trois attributs, et de 2 tous les attributs sont atomiques. Parfait, donc on vérifie si elle est en deuxième forme normale, ce qui est la deuxième condition. Si tout attribut n'appartenant pas à la clé ne dépend pas d'une partie de la clé. Donc là, il s'agit de ces deux attributs. Donc pour la quantité, une quantité d'une commande, elle dépend de la date de la commande, du numéro du client et du numéro du produit. Donc là, pour la quantité, c'est bon, il n'y a pas de problème. Pour le prix unitaire d'un produit, c'est clair que le prix du produit, il dépend que du produit lui-même. Donc à partir
d'un identifiant ou bien d'un numéro de produit, on peut déterminer le prix. Donc là, pour cet attribut-là, il dépend d'une partie de la clé. Du coup, telle qu'elle est, cette relation, elle n'est pas en deuxième forme normale. Donc on doit également la décomposer. On aura comme résultat les deux, les deux, les, les deux relations commandes, donc date, n au client, n au produit et quantité, et la relation produit, donc numéro produit et prix unitaire. Voilà, là c'est en deuxième forme normale. On passe maintenant à la troisième forme normale. Une relation est en troisième forme normale si elle est en deuxième forme normale, c'est clair, et si tout attribut n'appartenant pas à la clé ne dépend pas d'un attribut non clé. Voilà. Donc, on prend l'exemple suivant. On a comme relation voiture qui est identifiée par un matricule et qui est composé d'un ensemble d'attributs qui sont marque, modèle et puissance. Donc, on va vérifier pour cette pour cette relation-là, elle est en deuxième forme normale car déjà il n'y a pas moyen pour qu'un attribut puisse dépendre d'une partie de la clé, étant donné que n'est la clé n'est composée que d'un seul attribut. Donc là, c'est en deuxième forme normale. Vérifions maintenant la deuxième condition. Si tout attribut n'appartenant pas à la clé, donc il s'agit de ces attributs-là, ne dépend pas d'un attribut non clé. Donc on va vérifier donc le matricule, la marque, le matricule. Bon. Donc là, le problème est surtout lié à la puissance car la puissance d'un d'un véhicule dépend également du modèle de ce véhicule. Or, le modèle n'est pas utilisé comme étant une partie de la clé. Donc ça, donc pour remédier ou bien pour passer à la troisième forme normale, on doit également décomposer cette relation-là. Et on aura comme résultat la relation voiture qui sera donc là, j'ai oublié de mettre cet attribut en gras, mais c'est toujours la clé, donc la clé matricule, marque, modèle, et ainsi que la relation modèle, voilà, qui sera identifiée par le couple marque et modèle. Voilà, et donc à partir de la marque et du modèle, on aura la puissance de ce véhicule. Voilà, donc là, c'était par rapport aux formes normales. Voilà, 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 donc c'est aussi quelques exemples de formes normales que je vous propose. Donc, voilà, pour le premier, je me rappelle plus combien j'en ai mis. Voilà, c'est le deuxième, le troisième, enfin le quatrième. Je pense que c'est le dernier. Voilà, donc là on est arrivé à la fin de de ce cours. Donc j'espère qu'au bout de je sais pas combien ça a duré, mais bon, j'espère qu'au bout du compte, vous avez bien compris et que c'était clair. J'espère vraiment que, que les exercices que j'ai proposés seront faits. Voilà, donc c'est surtout euh, pour cette année-là, vu les circonstances et tout, donc vous avez intérêt à pratiquer pour, pour essayer d'acquérir le maximum d'informations. Donc voilà, je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.